Thème 1. La propriété immobilière. 1. L'accession immobilière. L'accession est un mode d'acquisition de la propriété, dont la portée pratique varie. Dans le Code civil. L'article 546. La propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement. Ce droit s'appelle le droit d'accession. Ce texte n'est qu'une annonce de plan, que la pratique, la jurisprudence, mobilise parfois au visa de décisions portant sur des droits incorporels comme pour des immeubles. Nous n'évoquerons pas l'accession par production. Elle concerne l'acquisition des fruits par son propriétaire, article 547 du Code civil, avec comme idée qu'à chaque fois que les fruits auront été perçus sans droit par quelqu'un d'autre que le propriétaire, ce dernier pourra en exiger la restitution. Nous n'évoquerons pas non plus la possession des fruits par le possesseur de bonne foi. Le Code civil nous dit article 549 que le possesseur de bonne foi conserve les fruits. Ce qui nous intéresse davantage est l'accession par union en matière immobilière. Ce sont les règles du Code civil que nous examinerons, plusieurs hypothèses. D'abord, première hypothèse, l'accession au titre de la propriété du dessus et du dessous. Il faut aller article 741, tout ce qui s'unit ou s'incorpore à la chose appartient au propriétaire, l'accessoire suit le principal. En vérité, cette règle permet au propriétaire d'un immeuble de considérer comme lui appartenant tout ce qui est une dépendance et un accessoire de la chose. Cette règle joue comme mode de preuve de la propriété. Mais au-delà du caractère probatoire de l'article 753, cette règle constitue surtout un mode d'acquisition originaire de la propriété. On va retrouver la question de l'accession immobilière à propriété du dessus et du dessous dans plusieurs sujets, en matière d'indivision, lorsque je construis sur un bien indivis, ou encore en matière de copropriété, lorsque je construis sur des parties communes, le droit des RM. Je construis sur un bien propre avec du commun, les baux avec des nuances selon le type de bail. Dans les baux classiques, qui va profiter des constructions? Car si c'est clair dans les baux à construction où le preneur est propriétaire de ces constructions, ça l'est moins pour les baux classiques. La question se posera également au moment du règlement d'une procédure collective, où place-t-on le curseur du droit de la propriété? On voit la concrétude des questions qui se posent. L'article 552 nous donne comme règle une règle simple, la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Cette règle pose une présomption simple de propriété. Un tiers est donc admis à prouver qu'il est propriétaire en partie ou en totalité soit du dessus soit du dessous. Ex, volume, droit de superficie. Quant au tréfonds, il se peut qu'il y ait eu un droit réel consenti. La jurisprudence estime qu'une telle preuve ne peut être apportée que par titre ou par prescription contraire. Ce qui surprend, car en principe le droit de propriété peut se prouver par tous moyens, exemple, 3e civ 9 novembre 2022. Attention, la prescription de 552 est à sens unique, ne pas l'appliquer de manière extensive. Le propriétaire du dessus ou du dessous n'est pas présumé être propriétaire du sol. Ces questions de détermination du droit de la propriété sont essentielles. Dans tous les couples, la question se pose, que l'on soit marié en communauté, mais même en concubinage. Une fois qu'on a qualifié la situation, plusieurs questions, celle de la responsabilité, du transfert des risques. Si je suis propriétaire des dessus et dessous, je suis responsable du fait de ces édifices, des dommages causés par eux. Il m'appartiendra de défendre mes droits sur ces biens. Ces prérogatives peuvent être limitées par la volonté du propriétaire, ex servitude non aedificandi, bail à construction. À côté de la notion de propriété du dessus et du dessous, une autre hypothèse, l'accession artificielle immobilière. Article 553, le propriétaire du sol est présumé propriétaire des constructions, plantations et ouvrages sur le sol. Je suis présumé les avoir édifiés à mes frais. L'article 553. Toute construction, plantation et ouvrage sur un terrain ou dans l'intérieur sont présumés faits par le propriétaire à ses frais et lui appartenir, si le contraire n'est prouvé, sans préjudice de la propriété qu'un tiers pourrait avoir acquise ou pourrait acquérir par prescription soit d'un souterrain sous le bâtiment d'autrui, soit de toute autre partie du bâtiment. On va se focaliser sur l'accession immobilière artificielle. On vise deux cas. D'abord, hypothèse rare, la construction avec les matériaux d'autrui. Le propriétaire des matériaux ne peut les reprendre dès l'instant qu'ils sont devenus immeubles par incorporation. Deuxième règle, il a droit au versement d'une indemnité fixée à la valeur estimée à la date du paiement, ainsi qu'à d'éventuels dommages et intérêts, et ce peu importe la bonne ou mauvaise foi du constructeur. Deuxième hypothèse, plus important, la construction sur sol fond d'autrui. L'article 555 dispose que lorsqu'une personne érige un ouvrage sur un terrain appartenant à autrui, le propriétaire du terrain devient propriétaire de l'ouvrage par accession. Si le constructeur est de mauvaise foi, le propriétaire du sol peut exiger la démolition de l'ouvrage et peut éventuellement demander des DI. Cette faculté de demander la démolition n'est pas susceptible d'abus. La Cour de cassation refuse de la proportionner aux droits fondamentaux du constructeur. Le propriétaire du sol peut éventuellement renoncer et céder son emprise. Lorsque le constructeur est de bonne foi, la démolition ne peut pas être exigée. Qui peut être ce constructeur? C'est celui qui n'a pas été condamné à la restitution des fruits. Cela suppose que le constructeur ait possédé le fonds en vertu d'un titre translatif dont il ignorait les vices. C'est quelqu'un qui s'est cru propriétaire, et au-delà de la croyance, il avait un titre. 3e civ 26 mars 2020, s'il s'est cru propriétaire mais n'a pas eu de titre, cela n'est pas suffisant.
Quand est-ce que se perd l'accession? L'accession des propriétés est immédiate, elles se perdent à mesure de leur incorporation au sol. Il n'y a pas besoin de manifestation de la part du propriétaire. Cette règle n'est pas d'ordre PC. Les parties peuvent y déroger conventionnellement. Dans les baux, on peut retarder l'accession au terme du bail, le bailleur ne devenant propriétaire des édifices réalisés par le preneur qu'à la fin du bail. Attention, en cas de renouvellement du bail, l'accession est réalisée au moment du renouvellement. En ce sens, 3e CIV 23 novembre 2017. Jusqu'à cette date de renouvellement, le preneur est censé être propriétaire de la construction. L'article 555 exclut deux hypothèses. Il vise les constructions réalisées par un tiers, ce qui écarte les cas suivants. Dès lors que le contrat règle le sort des constructions, il faut s'en référer au contrat. De même, il s'écarte lorsqu'il existe des dispositions spécifiques à la situation. Notamment l'indivision, le démembrement de propriété, article 599 al. 2, ou les époux mariés en communauté. Le cas le plus rencontré en pratique est le cas de l'empiètement, 555 ne s'applique pas lorsque l'ouvrage empiète simplement sur le terrain voisin. La solution donnée par la Cour de cassation est très claire, la sanction d'un empiètement est la démolition de la seule fraction de l'édifice qui empiète sur le fond voisin. Ici peu importe la consistance de l'empiètement. 3e CIV 8 octobre 2015, on parlait de quelques centimètres. Peu importe le préjudice subi par le propriétaire, peu importe le silence du propriétaire pendant les travaux. Peu importe la bonne foi du constructeur. Peu importe le caractère aérien de l'empiètement, en ce sens 3e CIV 4 mars 2021. L'abus de droit n'est pas susceptible d'être invoqué contre la demande de démolition. La défense du droit de propriété ne saurait souffrir d'un autre, et ne saurait dégénérer en abus. La Cour de cassation refuse toute proportionnalité. L'action en défense échappe à la prescription extinctive, le seul élément qui pourrait offrir un salut au constructeur est l'usucapion. Toutes les fois que l'ouvrage n'est pas démoli, le propriétaire décide de garder le bien, le propriétaire du sol doit par principe indemniser le constructeur. L'indemnisation se fait selon deux modes, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, profit subsistant, soit le coût des matériaux et main-d'œuvre estimés à la date de remboursement, coût de l'opération. Ce choix n'appartient qu'au seul propriétaire du sol, donc le plus faible des deux. Hypothèse où des parents autorisent des enfants à construire sur un terrain sans que la construction n'ait été faite. Si financement bancaire, il faudra que les enfants soient titrés. Mais parfois il n'y a pas besoin de banque, il construit par lui-même. Quelques années plus tard, il voudrait profiter de la maison qui ne lui appartient pas. Rappel, on peut renoncer à l'accession. On pourra alors faire une donation qui ne porte que sur le terrain. Dans l'acte, renonciation au droit d'accession en exposé, puis on déroule l'acte. 2. La prescription acquisitive. Elle permet au possesseur de bonne foi qui remplit 5 conditions d'établir un droit de propriété au terme d'un certain nombre d'années. Au bout de 30 ans, si je me suis comporté comme propriétaire, je serai considéré comme le propriétaire du bien. Il ne consacre pas un droit extinctif du droit de propriété. Il vient faire passer un droit sur un autre. On n'enlève pas un droit de propriété, on dit que le possesseur a une reconnaissance au bout d'un certain nombre d'années. Deuxième série de remarques. Au bout d'un certain nombre d'années, je peux dire que je suis propriétaire, mais qu'est-ce qui vient le consacrer? Comment ça marche en pratique? Comment je me fournis un titre? La pratique a mis en place un acte qui s'appelle la notoriété acquisitive. Il n'est pas un titre de propriété, il n'est qu'un rassemblement des preuves de l'occupation trentenaire. Le notaire vérifie qu'il n'y a pas de titre de propriété qui existe, il vérifie qu'il s'agit bien d'une occupation trentenaire. Payer l'impôt, TF, ne suffit pas pour se prévaloir de la propriété. On recueille le témoignage des gens. Dans l'idée, il faut des voisins qui ont au moins 48 ans et 30 ans de vécu sur place. Il faut des éléments de preuve de possession, facture d'eau, impôts locaux, bail, permis. Comment faire en sorte que les véritables propriétaires soient informés? Formalité préalable, JAL et affichage sur le terrain. Les deux ont une limite spatio-temporelle. Puis on publie au SPF. Avant 2018, le même droit partout. En 2018, le législateur apporte une dérogation pour l'outre-mer. On s'est aperçu que beaucoup de terrains restaient en indivision, où l'on n'avait pas de titre de propriété. On donne un coup de pouce législatif pour faciliter l'usucapion. Loi de 2017 renforcée par une loi de 2024 pour permettre deux choses, les ventes et les partages. Cette loi initialement prévue pour 10 ans a été prorogée pour 10 ans. En fait, en pratique, on n'a que peu d'applications. La loi nous donne le contenu de la notoriété. L'avantage de cet acte est qu'au bout de 5 ans, à l'accomplissement de la dernière mesure de publicité, un délai de 5 ans courra. À l'issue de ce délai, l'acte de notoriété est considéré comme incontestable. Je ne peux pas exercer mon action en revendication si le formalisme a été respecté. 3. L'estimation des biens immobiliers. 3 méthodes d'évaluation des biens, par comparaison, par rendement, et par coût de revient. Il faut examiner les situations où l'on a besoin d'un estimatif. C'est peut-être à l'occasion d'une opération à titre onéreux ou gratuit. 2 perspectives, conforter une analyse entre les parties, vendeur-acquéreur, partage entre les héritiers, donateur-donataire. Autre angle d'appréciation, l'angle fiscal. Les droits de mutation sont toujours assis sur la valeur vénale des biens. 3 méthodes d'évaluation.
La plus usuelle, la méthode dite par comparaison. Elle vise, comme son nom l'indique, à comparer deux valeurs, deux biens. Elle peut être retenue pour deux types de biens, les terrains nus et les appartements. Lorsqu'on doit évaluer un terrain nu, la méthode la plus judicieuse sera la méthode par comparaison. On compare ce qui se pratique à proximité. On applique un prix au mètre carré. Ce principe connaîtra deux tempéraments. Premier, le prix trouvera sa limite en fonction de la superficie du terrain. Si dans les alentours le prix des 500 € du M, ce qui sera vrai pour un terrain de 1000 m² ne le sera pas forcément pour un hectare. On peut imaginer qu'il y aura une décote globale. Dans la même idée, pour les terrains BCP plus petits, il y aura une majoration sur le prix moyen du mètre carré. Autre observation, le prix de référence va nécessairement être pondéré si le terrain n'est pas viabilisé ou alimenté en eau et électricité. Si l'on doit opérer un raccordement, ou si on doit mettre une pompe de relevage, ça augmente le coût de viabilisation, et diminue d'autant la valeur du terrain. Deuxième tempérament, c'est l'hypothèse du lotissement. Lotir, c'est diviser une parcelle pour créer différentes parcelles à bâtir pour y créer des maisons à usage d'habitation. Deux régimes d'autorisation, l'ADP, si tout le monde a accès directement à la voie publique, PACI équipement commun. On pondérera un prix de référence par rapport à une unité d'habitation. Lorsqu'on lotit, le terrain attenda, on divise en 80 parcelles, ou à côté on n'achète pas au mètre carré, on achète une unité d'habitation. Dès lors qu'on peut implanter la même habitation dessus, le prix pourra être similaire. Si le terrain peut être vendu à 100 000, qu'il y ait 100 ou 200 mètres carrés on vendra au même prix. Pour les appartements. Quand on achète un appartement, on achète un nombre de superficies habitables. Depuis la loi carré, on achète une surface carrée, pondérée avec les surfaces non carrées, terrasses et zones basses de plafond. Pour les appartements, la valeur de référence sera la valeur de comparaison. Deux éléments de pondération, toutes les superficies non carrées. Deuxième élément de pondération, l'état de l'immeuble. Le prix moyen au mètre carré sera différent. Toutefois on aura quand même une base de référence. Pourquoi ne parle-t-on pas des maisons? Car c'est moins objectif. Quand on achète une maison, on achète moins un nombre de mètres carrés. C'est un coût en fonction des caractéristiques propres de la maison. Dans telle zone, dans tel lotissement, ça sera entre 400 000 et 500 000 €. Deuxième méthode, la méthode basée sur le rendement. Ici c'est relativement simple, on détermine la valeur d'un bien en fonction de ce qu'il rapporte. Deux éléments, le loyer et le taux de rendement. Le taux de rendement sera d'autant plus élevé qu'il y a un risque locatif, d'autant plus faible s'il y a une valeur patrimoniale rattachée au bien. Première hypothèse, le taux de rendement en fonction du risque locatif. Il s'apprécie au regard de deux éléments, la personne du locataire et l'emplacement du bien. L'investisseur attendra un rendement important si le bien est mal placé, et si la personne du locataire n'est pas attrayante. A contrario, il acceptera un taux moins important si le bien est bien placé et si c'est un locataire de premier rang. Exemple, j'ai un local à usage de vente de prêt-à-porter. Le local fait 200 mètres carrés. On a un local en centre-ville de Saint-Denis, et un local situé au Moufia, rue Lecomte de Lille. Le loyer du Moufia est à 4 000 € au mois. Le loyer de Saint-Denis Centre est à 6,000 € au mois. Pour Sainte-Clotilde, annuellement ça fait 48 000 € bruts. En principe le taux moyen accepté sera de 10%. Donc 480 000 €. Rue du Maréchal Leclerc, valeur de 720 000 €. Mais moins de risque qu'il y ait des impayés, et s'il n'y arrive plus il pourra revendre son fonds ou droit au bail. Donc peu de risque de vacances locatives. On pourra accepter un taux de rendement plus faible. Et une meilleure perspective de rendement. J'accepte un taux à 8%. Ça fait une valeur de 900 000 €. Ajuster les valeurs mais c'est l'idée. On a donc un tiers de loyer en plus mais le prix sera du simple au double, car le risque locatif est plus mesuré dans l'un que dans l'autre. Troisième méthode, la méthode dite du coût de revient. B. Elle est de moins en moins utilisée. Elle consiste à rajouter à la valeur du TAB et diminuer de l'impact de la présence d'une construction, cette méthode comporte deux limites. Première limite, cette méthode ne tient pas compte de la plus-value générée par la construction. Je suis dans un lotissement, les TAB se vendent à 150 000 € l'unité. Le tout peut valoir plus. Deuxième limite, ce n'est pas parce que ça a coûté un M que ça vaut un M. Elle sera utilisée pour l'IFI ou en cas de donation, dans les cas où ce coût de revient est inférieur au prix du marché. Dernier cas de figure, la situation du terrain à bâtir sur lequel il y a un PC. J'ai un terrain, j'ai un PC, combien vaut mon terrain? Déjà, ça ne peut pas être en dessous du prix de comparaison. On ajoute à ça le prix de réalisation du projet de PC. Dans ce cas, on accepte qu'il y ait une acquisition du droit à construire. On va ajouter au prix au mètre carré le prix du gain de temps. Il n'y a pas d'évaluation scientifique des biens. Pour les comparatifs il faut aller sur DVF. C'est une base publique où on a accès à toutes les valeurs des biens sauf Mayotte et l'Alsace-Moselle. Dernière remarque sur les évaluations. Dans les études on est confronté à deux missions différentes, l'avis de valeur et l'expertise immobilière. L'avis de valeur est moins poussé que l'expertise. L'expertise donne des justifications précises de la valeur du bien. Thème 2, l'immeuble et le voisinage. 3 thématiques, les servitudes, le bornage et la mitoyenneté. 1. Les servitudes.
Une servitude est un droit réel immobilier accessoire indivisible et perpétuel grevant un fonds appelé fonds servant au profit d'un autre fonds appelé fonds dominant, les fonds appartenant à des propriétaires distincts. L'article 637 du Code civil pose 4 critères de reconnaissance d'une servitude. Ça doit concerner d'abord des fonds distincts, un fonds servant qui supporte la servitude et un fonds dominant qui l'utilise. Deuxième critère, des propriétaires distincts. Il doit y avoir 2 propriétaires différents, à défaut il ne peut pas y avoir de servitude. En cas d'acquisition par le propriétaire du fonds dominant de la parcelle du fonds servant, la servitude s'éteint par confusion. Troisième critère, il doit y avoir une charge imposée. Le fonds servant doit supporter la charge de la servitude, ce qui est en fait une obligation réelle suivant l'immeuble en quelques mains qu'il passe lorsque la servitude est établie conventionnellement. La charge ne concerne pas la personne du propriétaire mais le bien. Cette charge de servitude ne peut justifier un empiètement. Enfin, dernier critère, il doit y avoir un droit établi au profit d'un fonds dominant. Si la charge ne procure aucun avantage au fonds dominant, ce n'est pas une servitude. Également, en cas d'inutilité de la servitude, par principe elle ne disparaît pas, mais au bout d'un certain temps, elle peut être prescrite. Dernière remarque, l'usage peut être établi au bénéfice d'un ou plusieurs fonds dominants. Quels sont les caractères de la servitude? D'abord, c'est un droit réel immobilier. Cette servitude est opposable aux tiers, donc aux ayants droit. La méconnaissance d'une servitude ne peut se résoudre aux dommages et intérêts. La méconnaissance entraînera la démolition des ouvrages irréguliers, sans qu'on ait à justifier d'un quelconque préjudice. Deuxième caractère, accessoire, il ne peut être loué, cédé, qu'avec le fonds dominant. De même, la charge du fonds servant se transmet avec lui qu'il soit donné, hypothéqué, vendu, etc. Le caractère indivisible. La servitude grève l'intégralité du fonds servant au profit de l'intégralité du fonds dominant. Ce caractère indivisible va conduire en cas de division ultérieure du fonds dominant, à un maintien de la servitude pour chaque parcelle issue de la division, avec une adaptation pour les servitudes de passage. Sur le caractère perpétuel, il découle du caractère accessoire. À moins que les parties aient voulu conclure une servitude temporaire. La servitude durera autant de temps que le fonds existe, sauf survenance d'une cause d'extinction de la servitude. L'article 639 donne une classification des servitudes, en fonction qu'elles sont naturelles, légales, conventionnelles. À cette classification habituelle, on a aussi une distinction entre d'une part les servitudes continues, et les servitudes discontinues, ou encore les servitudes dites urbaines ou rurales. Ce qui nous intéresse sera surtout les servitudes conventionnelles. La servitude conventionnelle est une charge consentie par le propriétaire du fonds servant pour l'usage et l'utilité du fonds dominant. Notre convention devra alors organiser les relations entre 2 fonds voisins de manière durable et ce peu importe le devenir des biens, leur changement de propriétaire. Cette convention pourra également prévoir des interdictions, comme le fait de ne pas construire. Ce qui nous intéressera ce sont les servitudes du fait de l'homme, article 786A du Code civil. Modifications, aggravations, restrictions apportées à ces servitudes, du fait de leur utilité, de leur pratique. Le notaire peut être appelé au moment de la constitution de la servitude tout comme au moment de son aménagement. Liste de servitudes, la servitude appelée oneri ferandi, elle consiste à faire supporter une charge par le mur du voisin, une servitude d'appui par exemple. Servitude, avoir un débord au-dessus du terrain du voisin. Servitude non altu tolandi, prohibition de bâtir au-delà d'une hauteur déterminée. Servitude non aedificandi, prohibition totale de bâtir. La servitude de passage, fait de pouvoir passer sur le terrain pour pouvoir accéder au mien. Servitude de tréfonds, pour faire passer les différents réseaux. Servitude de puisage, abreuvage, en milieu rural. Comment s'établissent ces servitudes? Habituellement par convention, c'est le plus simple, ça permet de connaître les modalités d'exercice de la servitude. Soit par prescription. Soit la destination du père de famille. Si toutes les servitudes sont susceptibles de s'établir par titre, s'agissant des servitudes continues et apparentes elles peuvent seules être établies par prescription, pas les autres. Je dois rédiger un acte de servitude, je vérifie quoi? La capacité des parties, en particulier, seul le propriétaire peut constituer une servitude. En cas de démembrement de propriété, il faut faire intervenir les deux. En cas de bail de droit réel, l'amphithéote ne peut consentir de servitude que pour la durée de son bail, sinon il faut le concours du propriétaire. Le locataire classique ne peut pas consentir de servitude. S'il s'agit d'un bien qui dépend de la communauté, il s'agit d'un acte de disposition. Si le propriétaire du fonds servant est marié en communauté, en application de 1424, il faut l'intervention de l'autre. Si le conjoint n'a pas consenti à l'acte, il peut demander l'annulation, sauf ratification postérieure. Concernant les biens, il faut 2 fonds appartenant à des propriétaires différents. Quid de l'immeuble en copropriété? La division d'un bien en lot de copropriété exclut en principe la création de servitude. Il n'y aura pas de servitude sur les parties communes entre copropriétaires. En revanche, rien n'interdit la création de servitude entre 2 parties privatives. Dernière question sur les servitudes, celle qui pose le plus de difficultés, ce sont les hypothèses d'aggravation. L'aggravation c'est l'hypothèse où ce qui était prévu initialement ne correspond pas à la situation qu'on retrouve par la suite. Hypothèse qu'on rencontre le plus souvent. J'ai un terrain, une route, je divise l'eau à l'OB, une voie d'accès pour accéder à la voie arrière.
Soit le fait une parcelle biscornue avec une propriété sur le passage, soit le fait une servitude de passage. Ce qui peut se passer par la suite c'est que B vend sa maison, et l'acquéreur redivisera à son tour. Les problèmes vont de multiplier. Première, le nombre de véhicules qui passent, on en avait un ou deux, maintenant on en aura peut-être 8. Autre problème, les gens se garent dans l'allée. Autre type de problème, au départ c'est un passage le matin, un le soir, là c'est 4 plusieurs fois par jour. Et qui entretient davantage le passage? Quid des poubelles, bref nombre de nuisances supplémentaires. Ici tout dépendra de ce qu'on a inscrit dans la convention. A-t-on prévu une limitation ou non? Sinon alors tant pis pour le propriétaire du fonds servant. Voir si on a prévu la répartition des frais. Peut-être est-il adapté d'avoir une base de référence plus complexe que la moitié-moitié, en fonction de la surface de plancher ou du nombre de logements. Jusqu'à quel moment peut-on faire ces divisions? Deuxième difficulté, c'est l'extinction de la servitude pour non-usage. Rattraper. Si un bien est désenclavé mais que je n'ai pas dit expressément que la servitude de passage s'éteindrait en cas de désenclavement alors pas d'extinction. 2. Le bornage. C'est l'opération qui a pour effet de définir juridiquement et matérialiser les limites des propriétés privées. Il permet de fixer contradictoirement et définitivement les limites séparatives des propriétés continues. La vente d'un bien borné n'est pas obligatoire, sauf pour les lotissements. Le législateur a imposé en lotissement car, si j'achète un terrain de 1000 m², je divise en 4 parcelles de 200 m² chacune et 200 m² d'espace commun. Si je n'ai pas délimité, je vends peut-être avec un empiètement. Donc le législateur a imposé de borner avant de diviser. Il y a deux types de bornage, le bornage amiable ou le bornage judiciaire. D'abord le bornage amiable. Comme son nom l'indique, il faut un accord entre les voisins. Seul un géomètre expert peut établir un bornage. Il établit un PV de bornage en présence de leur propriétaire ou de leur représentant. Pour matérialiser physiquement le bornage, on va implanter des bornes. Le PV ne se suffit pas à lui-même. Qui paye le bornage? Quels sont les effets du bornage amiable? Le PV de bornage n'est pas un acte translatif de propriété. Il ne peut donc pas faire obstacle à une action en revendication. Dès lors qu'il est signé par toutes les parties, il est définitif. Il fixe pour l'avenir les limites de propriété. Il vaut titre définitif qui vaut d'exécution forcée. Dès lors qu'on a consenti un bornage on ne peut pas exercer une action en démolition pour empiètement. À défaut d'obtention d'un bornage amiable, il faut obtenir un bornage judiciaire. Ici, il n'y a pas d'accord entre les voisins. L'article 646 permettra au demandeur de contraindre l'autre de valider le bornage au travers d'une action judiciaire. 2 observations. La recevabilité de l'action en bornage exige qu'il n'y ait pas eu de bornage antérieur. 3e cive. Mai 2024. Qui paye l'action judiciaire? La partie qui échoue dans ses réclamations doit supporter tout ou partie des dépenses que la débat a pu provoquer. Juridiquement, l'action en bornage est une action réelle immobilière pétitoire. Parfois, en pratique, on a des personnes favorables au bornage mais elles ne signent pas. Comme pour le bornage amiable, dès que le juge prend sa décision, le jugement fixe les limites de propriété. S'agissant de la publicité foncière, la Cour de cassation a déjà jugé qu'un PV de bornage n'est pas un acte constitutif ou translatif de propriété, par voie de conséquence il n'est pas soumis à publicité foncière. 3e cive 9 avril 2013. Le règle de PF, décret de 1955, ne s'applique pas au PV de bornage. Le bornage est un acte déclaratif. Il peut être soumis volontairement à la PF, étant entendu qu'en cas de jugement, la prudence voudrait que toute décision judiciaire déclarative de droit réel immobilier soit publiée au fichier immobilier. Même si le PV de bornage n'est pas dressé en la forme authentique, il peut être publié s'il est annexé à un acte au rang des minutes d'un notaire. L'avantage sera qu'en consultant le fichier immobilier on saura s'il y a eu bornage. On peut aussi le savoir sur Géofoncier. Article L115A4 du Code de l'urbanisme sur l'obligation de faire un bornage en lotissement. Nullité relative en l'absence de bornage. J'ai un empiètement constaté lors du bornage. Une solution peut être un échange entre deux parcelles. Ça suppose un document d'arpentage et un échange avec évaluation. C'est mieux qu'un acte rectificatif qui paraît un peu faux. 3. La mitoyenneté. On va surtout voir la mitoyenneté de mur. Article 653 du Code civil. Article 653. Dans les villes et les campagnes, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à les berges, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen s'il n'y a titre ou marque du contraire. Présomption de mitoyenneté pour les murs qui séparent des bâtiments ou des jardins. Il faut des fonds contigus différents. Il ne peut pas y avoir de mitoyenneté sur un mur de soutènement. Pas plus lorsque la construction n'est que d'un côté. L'appréciation se fait à l'époque de la construction du mur. Lorsqu'un bâtiment est construit avant l'autre, il ne peut pas y avoir de mitoyenneté. Un mur construit ou financé par les différents propriétaires sera donc mitoyen. Cette présomption peut être écartée dans d'autres hypothèses. En fonction du titre de propriété. Le titre peut consacrer exclusivement cette mitoyenneté. La présomption est également écartée par des faits matériels en fonction du placement du mur. L'article 654 donne une liste de présomptions et preuves. La mitoyenneté peut aussi s'acquérir.
Tout propriétaire joignant un mur a la faculté de le rendre mitoyen en tout ou partie en remboursant à l'autre la moitié de la dépense. Cette cession forcée ne peut avoir lieu que si elle est sur la limite séparative ou construite à cheval. La cession forcée est imprescriptible. Article 661 du Code civil. Le prix dépend du contexte des choses, fixé entre les parties en cas de cession amiable, sinon fixé par le juge. Quel est le régime juridique de la mitoyenneté? Lorsque le mur est mitoyen, quelques règles vont s'appliquer, on ne peut pas pratiquer un enfoncement ou venir s'appuyer sur le mur sans autorisation de l'autre. S'il n'y a pas de, l'autre peut demander remise en l'état de l'ouvrage. On peut en revanche s'adosser au mur. Tout copropriétaire mitoyen peut demander le rehaussement du mur. Soit il décide seul et paye seul, soit c'est à frais communs. Si celui qui veut hausser le mur s'aperçoit que le mur ne peut pas supporter ce rehaussement, il doit reconstruire le tout à ses frais, et prendre l'excédent d'emprise au sol de son côté. La reconstruction d'un mur mitoyen est à la charge de tous ceux qui y ont droit, proportionnellement aux droits de chacun, arrêt 3e civ 11 janvier 2023. Tout copropriétaire d'un mur mitoyen peut abandonner son droit et ne plus payer, à condition que ce mur ne soutienne pas un bâtiment qui lui appartient. Pour réaliser cet abandon de mitoyenneté, il faut établir un document d'arpentage et le notaire établira un transfert de propriété. Cours à rattraper. Quand on constitue une SCI, ça se présente comme ça, les associés, puis les informations les plus importantes aux dénominations sociales, durée de la société, siège, objet. Sur les conditions de création de la SCI. Ces clauses peuvent être organisées autour de 3 questions, qui peut être associé? La question de la stipulation d'associés. Comment s'organise le pouvoir entre les associés, et la gérance? Et comment se partage le résultat dans la société? Du fait qu'on soit en société civile, on a une plus grande liberté dans la rédaction. La première question qu'on se pose, c'est l'entrée et la sortie des associés. D'abord sur l'entrée. L'idée souvent est de dire que pour entrer ce n'est pas simple, mais pour en sortir non plus. D'abord l'entrée. Il faut se poser la question suivante pour l'entrée, soit au moment de la création, soit en cours de vie sociale. Le choix des associés d'origine se fait au moment de la signature des statuts. Ce n'est donc pas à proprement parler une question de rédaction. 2 hypothèses méritent attention, l'associé incapable et le conjoint de l'associé. Entrer dans une société civile, c'est finalement être exposé indirectement au passif de cette société, article 1857 Code civil. Le risque est que si on met un incapable, on l'expose aux risques encourus, au risque du passif. En dépit de cette situation juridique, un incapable peut faire partie de la société. Dans l'administration légale pure et simple pour les mineurs, les parents en leur qualité d'administrateurs légaux assurent conjointement l'administration des biens, et l'un ou l'autre peut agir au nom et pour le compte de l'enfant mineur pour qu'il adhère au statut de la société. Si le mineur connaît une mesure de protection tutélaire, il faudra une intervention du juge des tutelles. Le mineur peut donc faire partie de la société. En pratique, on va se heurter à une difficulté. On est indéfiniment responsable à concurrence de notre participation au capital. Or ce mineur n'a rien demandé. Il y a de la jurisprudence là-dessus, qui vient condamner les banques disant qu'elle ne peut pas se retourner contre le mineur. Si bien qu'en pratique, depuis cette jurisprudence de 2004, 2 analyses, une pratique, une théorique. L'emprunt est un acte de disposition, donc on soumet à l'accord du juge des tutelles. Or c'est la société qui emprunte et non le juge des tutelles. Rappel sur l'abus de majorité ou minorité ou agir dans son intérêt exclusif contre l'intérêt de la société. Le juge nomme un mandataire ad hoc pour raisonner dans l'intérêt de la société. Revenons au mineur, théoriquement le juge nomme un mandataire ad hoc, et siège à la place du mineur. En pratique, la résultante c'est que dès lors qu'il y a un enfant mineur, les banques sont frileuses voire ne prêtent pas du tout, sauf autre garantie prévue. Attention, si jamais on donne les parts en cours de vie sociale à un mineur, souvent c'est une cause de déchéance du terme. Concernant les majeurs, pas trop de difficultés, si ce n'est l'enjeu déjà vu au niveau des prêts. L'intérêt ici est d'administrer le patrimoine du majeur incapable sous les règles du droit des sociétés et pas seulement du droit civil. Sur le conjoint commun en bien. Le régime le plus simple reste la séparation pure et simple, ou la participation aux acquets en cours de fonctionnement. Il faut garder à l'esprit la distinction titre et finance. L'article 1832A2, un époux ne peut, sous la sanction prévue article 1427, employer de biens communs pour faire un apport à une société pour acquérir des parts sociales, sans que son conjoint en ait été averti et qu'il en soit justifié dans l'acte. 2 idées, lorsqu'on fait un apport de biens communs, il faut l'accord de l'autre, sinon l'opération est nulle. Au-delà de l'accord, il y a la question de la qualité d'associé. Si l'apport est fait au moyen de deniers communs, le conjoint de l'apporteur peut s'inviter dans la société, et ce soit dès la Constitution, soit sur le fondement de 1832A2, plus tard. Attention ici. Prescription de 2 ans pour la nullité. Mais au-delà de l'action en nullité, il y a l'action en revendication. Il est donc indispensable de statuer sur l'entrée ou non du conjoint dès le départ. Au-delà de son autorisation, il convient de s'interroger sur la possibilité du conjoint d'entrer ou non dans la société. Si le conjoint ne souhaita pas être associé, il faut une renonciation expresse. Bien sûr, renoncer à la titularité ne fait pas renoncer à l'aspect patrimonial. Ça reste un bien commun. Deuxième hypothèse, c'est l'entrée en cours de vie sociale. Qui peut devenir associé une fois la société constituée, et comment fait-il pour y entrer? La question qui se pose ici est celle de l'agrément.
Qui doit être agréé et qui donne l'agrément? Il faut regarder ce que prévoit le Code civil. Première situation, les cessions et transmissions dites volontaires, par opposition à celles subies par décès. Toute cession volontaire est soumise à agrément, à l'exception de celle soumise à ascendant ou descendant du cédant, article 1861 du Code civil. Si on lit l'article à contrario, on comprend que dans le silence des statuts, les cessions au profit d'un descendant ou ascendant d'un autre associé que le cédant est soumise à agrément. Ça suppose de prévoir dans les statuts si cette situation nous convient ou si on l'aménage. On peut décider que tout est soumis à agrément, ou limiter les cas soumis à agrément. Deuxième règle qui se trouve article 1870 du Code civil. Hypothèse de la transmission par décès. La règle est la suivante, la société continue avec les associés ou les héritiers et légataires personnes physiques. Donc les héritiers deviennent associés, à l'exclusion des légataires personnes morales. Là aussi il faudra adapter en fonction de ce que l'on souhaite. Sur la procédure d'agrément. La règle est prévue par l'article 1861, règle assez stricte selon laquelle les cessions supposent l'agrément de tous les associés. L'agrément doit donc en principe être unanime. Ça complique les choses si on a beaucoup d'associés. Les statuts peuvent convenir que cet agrément soit obtenu à une majorité différente, ou même laissé à la gérance. À quelle majorité peut-on prévoir l'agrément? Sur la sortie d'un associé. Cette sortie peut se faire par cession, par donation, et rarement par retrait ou dissolution de la société. On examine d'abord la transmission qui donne lieu à agrément. Les clauses d'agrément ne peuvent empêcher durablement la sortie d'un associé. Ou bien le cessionnaire est agréé, alors pas de difficulté, ou l'agrément est refusé, et la cession est réalisée au profit de tous les associés, de la société, ou de l'un des associés. L'agrément n'empêche pas la vente. Il organise une préférence. La seule liberté rédactionnelle sera sur le délai. L'expiration, date limite pour répondre à l'offre. La collectivité des associés qui doit se décider lorsqu'on sollicite un agrément a-t-elle 1 mois, 6 mois, 1 an pour donner l'agrément? L'article 1864 fixe par principe un délai de 6 mois, en indiquant que ce délai peut être modifié par les statuts sans pouvoir excéder 1 an ni être inférieur à 1 mois. 1 mois semble impraticable, trop court. Il faut laisser le temps aux associés de réunir les fonds. En fait 6 mois c'est le délai fiscal en succession pour payer l'impôt. Deuxième situation, la continuation de la société en cas de décès. 2 observations, ne jamais prévoir une dissolution automatique de la société en cas de décès. Les conséquences fiscales peuvent être désastreuses. Dernière hypothèse, celle de l'exclusion. La jurisprudence a eu l'occasion à plusieurs reprises de valider les clauses statutaires d'exclusion. Pour les conditions de validité, il faut que la clause précise les causes et modalités d'exclusion, et l'associé exclu doit être indemnisé. Première chose, la motivation, la justification. Il faut un motif légitime, objectif et neutre. Par exemple, le fait de ne plus exercer l'activité professionnelle. Je travaille à une SCI et propriétaire de mes locaux professionnels, pour être associé il faut être associé exerçant de telle autre société. Si je n'ai plus cette qualité, la gérance doit m'exclure de la société. Ensuite le texte nous dit, une fois les motifs précisés, qu'il faut organiser la procédure d'exclusion, avec le respect du principe du contradictoire. Ici, sur la procédure, on peut confier cela à la gérance. Enfin, sur l'indemnisation, 2 sujets, à quelle date doivent être évaluées les parts de la société, car il peut y avoir une différence entre la date objective d'exclusion où on ne remplit plus les conditions, le moment d'enclenchement de la procédure, et le moment de l'exclusion effective. Et sur l'évaluation des parts sociales, applique Théon une décote. Deuxième thématique, le rôle du gérant et des associés. L'objet social défini par des statuts marque la ligne de partage entre le pouvoir de décision du ou des gérants d'une part, et de la collectivité des associés d'autre part. D'abord la gérance puis les décisions collectives. Pour examiner les pouvoirs donnés aux gérants dans le SCI, il faut se référer à l'article 1846. Selon cet article, les statuts organisent la désignation et donnent la consistance de des pouvoirs. On distingue leur rapport avec les associés d'une part et leur rapport avec les tiers d'autre part. Sur le rapport avec les tiers. Le gérant engage la société dans les actes entrant dans l'objet social, article 49 à l'un. Le gérant engage également la société pour ce qui n'entre pas dans l'objet social mais a fait l'objet d'une décision unanime des associés. Le tiers doit donc vérifier que c'est conforme à l'objet social, et si ça résulte d'une décision collective, il doit vérifier que c'est conforme à l'intérêt social. Exemple une salle de famille, monsieur madame et les enfants associés. Ils exploitent une boulangerie. La salle loue le local à une SCI composée des mêmes associés. Les parents souhaitent investir dans un nouveau four, ils veulent le financer avec un prêt. Mais la banque est frileuse pour prêter à la salle. On veut faire un cautionnement hypothécaire. On outrepasse l'objet social par une décision collective des associés de la SCI. Pas de problème quant à l'objet social, et quid de l'intérêt? Ici c'est bon car la SCI permet à son locataire de faire son chiffre, qui permettra de payer les loyers. Les clauses statutaires limitant les pouvoirs du gérant sont inopposables aux tiers. Exemple de clause de ce type, le gérant ne peut engager la société pour une acquisition à plus de X euros. Bien sûr cela ne concerne pas le notaire, qui doit prendre connaissance des limitations statutaires. Plusieurs observations, la sécurité des tiers est donc assurée au détriment des associés. Deuxième observation, l'objet social constitue donc la seule limite au pouvoir des gérants.
Toute opération hors objet encourant la nullité. Il faut donc bien veiller à ne pas faire un objet social trop large. Troisième observation, quels sont les actes entrant dans l'objet social? L'exégèse de l'objet social à laquelle devront se livrer le tiers contractant et le notaire, est une partie qui n'est pas simple. Comment alors assurer la sécurité juridique lorsqu'un gérant demande de recevoir un acte sans autorisation des associés en estimant qu'il agit dans le cadre de l'objet social? En pratique, on est souvent très prudent, et on fait signer une délibération des associés alors même que c'est conforme à l'objet social. Ça rassure mais ce n'est pas obligatoire. Si l'acquisition a lieu à crédit, là attention. Le notaire ne peut pas se contenter de la signature du gérant. L'emprunt engage la responsabilité indéfinie des associés. Il paraît donc prudent, raisonnable, de demander leur autorisation. Quid de la vente d'immeubles? On a là deux cas de figure. Si la vente n'est pas prévue, pas de doute, il faut une décision des associés. Soit la vente est envisagée par les statuts à titre exceptionnel. Il y a là deux cas de figure. Si rien n'est prévu, que faire? On peut apprécier le caractère exceptionnel de la vente, par exemple offre particulièrement intéressante. Quatrième observation, en cas de pluralité de gérants, chaque gérant a les mêmes pouvoirs que s'il était seul gérant, et la clause selon laquelle il faut la signature des deux gérants est inopposable au tiers. Sauf stipulation contraire, une délégation de pouvoir est possible. Dans les rapports avec les associés, le gérant peut accomplir tous les actes de gestion que demande l'intérêt de la société, à défaut de stipulation contraire. Une fois vu les pouvoirs des gérants, passons aux décisions collectives. Dans les statuts, ce qu'il faut regarder c'est le quorum et les règles de majorité. C'est le nombre de personnes minimum pour délibérer. Si on n'atteint pas ce seuil, rien ne se passe. Deux observations, en cas de démembrement, il vaudra voir ce que les statuts organisent, avec la possibilité de faire en sorte que l'usufruitier ait tous les pouvoirs. Autre cas à envisager, l'indivision pour les parts sociales, avec éventuellement la nomination d'un mandataire commun. Les mouvements de capitaux au sein d'une SCI. Première idée, la nécessaire distinction entre cession de parts et d'immeubles. La cession de la totalité ou d'une partie des parts peut sembler de prime abord avoir des conséquences similaires à celles de la vente de l'immeuble. Néanmoins, les deux opérations présentent de grandes différences. D'abord, première différence, au plan financier. Au plan financier, lorsque j'achète un immeuble, le vente se fera par principe sans reprise du crédit. Il appartiendra au notaire de purger les éventuelles hypothèques. Au contraire, à l'occasion de l'achat de parts sociales, la vente porte nécessairement tant sur l'actif que sur le passif, et donc des emprunts en cours. La mutation des droits sociaux va nécessairement comporter un aléa inhérent au transfert d'universalité. Aléa qui porte sur la consistance même de ce qui est vendu, CAD sur l'estimation de l'actif et du passif. Cet aléa va engager les parties sur une négociation portant sur la garantie de l'actif et du passif. Au-delà de l'aspect financier, il y a des distinctions juridiques à opérer. Ces distinctions sont de plusieurs ordres. D'abord l'exclusion de garanties légales propres à la vente d'immeubles. Tout ce qui concerne la garantie des vices cachés avec production de diagnostic. Exclusion des contraintes de vente de lots de copro. Exclusion du droit de la consommation, par exemple le délai de rétractation. Exclusion de la condition suspensive d'obtention d'un prêt légal. Exclusion des garanties sûreté tirées de garanties immobilières, comme l'hypothèque légale spéciale du vendeur, de l'HLSPD. Et même une différence en termes de prise de garantie. Quand j'achète un immeuble, la garantie première que la banque demande est une hypothèque sur le bien. Ici ça portera plutôt sur les parts, un nantissement. Mais ma société j'en fais ce que je veux, les parts peuvent être vidées. Il faudrait donc prévoir un cautionnement hypothécaire pour garantir le prêt qui finance l'acquisition des parts sociales. Il y a aussi des distinctions d'ordre fiscal, sur l'assiette des droits d'enregistrement et les plus-values. Sur l'acte de cession en lui-même. Lorsqu'on procède à la vente de parts de SCI, ce sont les mêmes distinctions qui s'appliqueront. Il faut vérifier que le cédant est bien le propriétaire des parts, que le droit de propriété n'est pas susceptible d'être remis en cause. Deuxième série de vérifications, qui portera sur la consistance même de l'actif. On ne va pas se contenter de dire qu'on vend les 1000 parts de la société à tel prix. Sur le passif, il participe à déterminer la valeur des parts, il doit être étudié, audité. En pratique, ça sera l'emprunt, les taxes, éventuellement des factures travaux, fractures d'entretien. Quatrième vérification, qu'il n'y ait pas de nantissement sur les parts sociales. Quant à la forme de l'acte, c'est par écrit, c'est une obligation. Acte SSP ou authentique. Il faut assurer la publicité de la cession, voir s'il faut l'intervention du gérant, si notification par voie d'huissier. Au titre des formalités préalables, il faut purger le droit de préemption dès lors que ça concerne plus de la majorité des parts sociales, et que la société est constituée par une unité foncière. Avant 2009 c'était seulement si c'était la totalité des parts sociales. Attention, ça ne s'applique pas si c'est une société constituée exclusivement entre parents alliés jusqu'au 4e degré. Sur les effets de la cession. Qui dit vente dit transfert du bien, des risques. Il faut régler le sort des dividendes et réserves. L'acquéreur a en principe à l'intégralité des dividendes distribués postérieurement à la cession. Il faut également régler la question des comptes courants d'associés, car la cession n'emporte pas solde des comptes courants d'associés. Il faut donc prévoir des garanties générales, des garanties complémentaires, et des garanties de passifs. Il faut prévoir des garanties à la garantie.
Sur l'indivision. Il y a deux sujets qu'il faut aborder. Le droit commun de l'indivision et le droit spécial d'outre-mer. Sur le droit commun, pas grand-chose à dire, c'est du Code civil. Principes articles 815 et suivants, deux idées essentielles. L'administration et la gestion supposent une majorité des 2/3, au-delà il faut l'unanimité. Comme applique-t-on les choses? On dit qu'il faut principalement l'unanimité. Dans le droit commun, il y a aussi le régime des conventions d'indivision. Ces conventions sont peu utilisées, si ce n'est qu'on les prévoit en prévision d'une acquisition en indivision. Durée maximale de 5 ans pour ces conventions. Cette convention peut présenter un intérêt pour la gestion des biens, pour désigner un mandataire commun. À côté on a le régime d'outre-mer, loi Letchimy. C'est une loi mal rédigée, très mal rédigée. Elle répond à une problématique réelle, en outre-mer il y a beaucoup trop d'indivisions. Pour gérer efficacement les biens, il faut sortir du régime de droit commun d'unanimité. On passe outre en cas de vente ou en cas de partage. Elle permet la vente d'un bien de nature successorale dès lors qu'une majorité a décidé de la vente. Quelques observations rapides. Cette loi ne s'applique pas à tout le monde, seulement pour les biens situés en outre-mer dont la succession remonte à plus de 10 ans. Conditions de temporalité. Cette loi ne s'applique pas directement si parmi les ayants droit il y a un héritier incapable, il faut d'abord obtenir une décision imposée par l'incapacité. Cette loi vient répondre à un cas précis, celui du silence d'un héritier. La solution préconisée par Letchimy est simple en théorie. Il faut une majorité, le notaire va interroger les autres héritiers, dès lors qu'on a un héritier on peut passer la vente. Il faudra notifier aux autres. Si personne ne dit rien, qui ne dit mot consent? Et s'ils ne sont pas d'accord, il faut qu'ils aillent au tribunal. On fournit alors deux avis de valeur. Remarque. Ça paraît simple, mais en pratique c'est simple quand la succession n'est pas complexe, quand il n'y a pas beaucoup d'héritiers. Lorsque c'est un petit bien et beaucoup d'héritiers, la notification par voie d'huissier ça coûte. En plus de l'obligation de publier dans un JAL. Cette procédure est très peu utilisée, trop peu utilisée. Sur la copropriété. Sur son champ d'application. Il y a copropriété dès lors que plusieurs propriétaires ont des droits portant sur un même bien avec partie commune et partie privative. Le géomètre qui établit le DD doit expliquer les règles qui ont amené à attribuer les tantièmes de partie commune. Une fois établi le DD, il faut établir le règlement de copropriété. Globalement, il faut retenir les règles à proprement parler, et les règles de majorité. Sur l'établissement même du règlement, il y a une clause qui mérite une attention particulière. C'est celle sur la destination. J'achète un appartement à Saint-Gilles, 100 mètres carrés à 600 000 €. J'en fais ma résidence principale. La clause d'habitation principale, clause d'habitation bourgeoise. L'immeuble ne doit être occupé que à titre d'occupation principale. Ça rassure car j'achète pour mettre ma résidence principale. Maintenant je veux en faire ma résidence secondaire. Je souhaite pouvoir en faire du Airbnb. Dernière observation, quand on signe un bail commercial, il faut vérifier que ça ne soit pas incompatible avec le RCP. Thème 5 Les baux des droits RIL, les baux à construction et amphithéotiques. Deux types de baux. Le bail amphithéotique et le bail à construction. Par lesquels un propriétaire consent des droits réels sur son foncier. Ces baux peuvent répondre à des objectifs très variés. Tantôt du développement économique. Demande à Eva. Propriétaires et acquéreurs peuvent s'interroger sur l'opportunité de s'engager ensemble sur un projet immobilier. Il peut s'agir de la construction de logements, de commerces, ou encore de locaux d'activité. Le développeur foncier peut souhaiter acquérir le foncier, encore faut-il que le propriétaire souhaite le vendre. La différence entre les deux baies, c'est que dans le bail à construction, il y a obligation de construire. S'il y a obligation de construire, le bail amphithéotique est requalifié en bail à construction. Les prix du marché sont un frein pour les promoteurs. C'est pourquoi ces baux sont une solution alternative à l'acquisition pure et simple. Ils permettent aux opérateurs de bénéficier de ces terrains sans en payer le coût d'acquisition. Au terme de ces baux, seul le preneur est titulaire de droits réels, pour une durée comprise entre 18 et 99 ans.